Bienvenue à toutes et tous dans ce 5e épisode de la causerie de Atom Basketball. Pour ce 5e épisode, à l'occasion de cet enregistrement, j'ai pu causer avec Gérald Ayaï, joueur professionnel à Cholet Basket. Je suis hyper heureux parce que c'est le premier joueur professionnel qui cause dans le podcast de Atom Basketball. J'ai passé un très 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 bon moment avec lui. On a enregistré dans la salle de presse de La Meilleray et on a pu causer de ce que c'était que d'être joueur professionnel, de Gérald, son style de jeu, ses qualités. On a pu aussi revenir sur l'épopée en Coupe de France qu'il a vu être sacré en 2022 avec l'élan béarnais, un titre qu'il a partagé avec sa sœur Valériane qui à cette époque évoluait à Basketland. On est aussi revenu sur sa formation ainsi que sa relation avec Jimmy Verov qui l'a aidé à se développer en tant qu'humain mais aussi en tant que basketteur tant techniquement que tactiquement. Et on a bien sûr causé de cette saison qui vit avec Cholet Basket. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode du podcast, mais il sort aujourd'hui, le dimanche 25 mai, à l'aube du quart de finale qui verra Gérald affronter Joël en play-off de Betclic Elite, Cholet Basket face à Bourg-en-Bresse. On souhaite le meilleur aux deux, mais bien sûr on aura le cœur choletais durant cette confrontation. En tout cas, voilà, je tenais chaleureusement à remercier Gérald Ayaï pour ce moment. J'ai passé un très bon moment, plaisir immense de pouvoir causer avec ce jeune joueur à qui on souhaite le meilleur. Je vous laisse avec l'épisode, vous souhaite une belle écoute. À la prochaine, salut. Bien, nous voilà dans la causerie, l'épisode 5. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gérald Ayaï. Merci de ta présence, Gérald. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Premier joueur professionnel qu'on a dans la causerie. La première question, Gérald, que j'aime bien poser aux invités, c'est de me donner 3 mots qui définissent pour eux le basket et de m'expliquer le choix de ces mots-là. Si je choisirais 3 mots, je dirais sacrifice, plaisir, famille. Ok, ouais, famille, on en reparlera après. Pourquoi tu dirais sacrifice ? Sacrifice parce que je pense que bien que le basket était un peu une histoire de famille, j'ai dû faire quand même des sacrifices pour en arriver là où je suis. Et je pense que je suis pas le seul, je pense que c'est le quotidien de la majorité des athlètes de haut niveau. C'est qu'il faut faire des sacrifices, il faut renoncer à certaines choses. Du coup, voilà, et ça devient notre quotidien un peu. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais je pense que c'est un mot important et à ne pas négliger. Plaisir, je le dirais même avec passion. Parce que le basket, c'est une passion. C'est un plaisir, ce sont des émotions. C'est un moyen de se lâcher, de se faire plaisir, de devenir meilleur. Du coup, c'est que du plaisir à chaque fois qu'on met un pied sur un terrain de basket. Et famille, parce que je suis dans un contexte familial où tout le monde dans la famille a fait du basket. Et à chaque fois, c'est chacun a tiré la fille au basket, le frère au basket, le petit frère au basket. Et du coup, c'est vraiment c'est un lien qui dans ma famille, on peut pas dire basket. On peut pas faire un repas sans parler de basket, quoi. Bien, on y reviendra dans le podcast. Gérald, j'ai envie de te demander de te raconter un peu au micro d'Atom Basketball, raconter un peu ton histoire et parler aussi de ce lien que tu as à la balle orange. Donc le micro est à toi. Moi, au début, comme beaucoup de monde de ma famille, au final, j'ai commencé autour de 7 ans, le basket. Mais il faut savoir qu'au début, je faisais du handball. Mais quand on est jeune, en fait, les entraînements, ils sont tous le mercredi après-midi. Et il fallait faire un choix. C'est là que j'ai décidé de pas aller au basket. Mais pas forcément parce que je préférais le basket, mais plus parce que je savais que j'avais la famille au basket. Et c'est drôle parce que mon grand frère, lui, il avait fait du foot et il avait choisi finalement le basket. Ma grande sœur, elle avait fait du judo, elle avait finalement choisi le basket. Et du coup, on s'est tous retrouvés au final au basket, tous ensemble. Et en fait, ça crée un lien. Ça crée un lien parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas un repas de famille, il n'y a pas un échange où tu parles pas un peu de basket, tout est un peu lié au basket. Mais tout dans l'équilibre, tout est dans l'équilibre, il n'y a jamais on en parle jamais trop, jamais pas assez non plus. Du coup, voilà, c'est depuis tout petit, en fait, ma vie est un peu rythmée par le basket. Parce que depuis tout petit, je vois ma grande sœur spécialement, puis après mon grand frère.
Et chaque accomplissement qu'ils vont réaliser, ça va devenir un objectif pour moi. Et du coup, très vite, je programme ma vie, mon quotidien un peu sur cet objectif-là pour atteindre cet objectif-là. Et au final, voilà, ma vie tourne un peu autour du basket. Et est-ce que tu peux te présenter un peu sous le spectre du basketteur, ton poste de jeu, le club dans lequel tu évolues, pour ceux qui te découvriraient dans le podcast, et même connaître un peu les registres. J'aime bien parler d'expression. Moi, je trouve que tu vois, le basket, c'est un peu un art quand même. Et dans quel milieu, tu vois, offensivement, défensivement, est-ce que tu t'exprimes, tu vois? Ce portrait du basketteur, j'aimerais que tu le dresses pour toi, quoi. Si je devais dresser le portrait de Gérald Ayayi, voilà, j'ai 23 ans, je joue à Cholet Basket. Je joue le poste d'arrière, c'est-à-dire que je suis généralement le deuxième plus petit sur le terrain. Euh, voilà, je partage l'organisation du jeu avec le meneur, mais on me demande quand même d'être davantage agressif, de créer, de percer un peu plus les lignes, de driver. Et je pense que c'est là un peu où je m'exprime le mieux. C'est voilà, dans la création, c'est-à-dire casser les lignes, euh, faire passer mon adversaire, jouer confrontation, duel avec mon adversaire. Je pense que c'est là vraiment où j'excelle le plus. Ça va vraiment être voilà, faire le bon choix, une haute vitesse, haute intensité, avec une prise de risque assez élevée. Souvent on peut dire que je suis opportuniste, mais je pense que et je l'accepte avec plaisir parce que voilà, je pense que mon jeu est un jeu un peu à risque parfois, mais je pense que c'est ça qui fait toute la beauté et qui fait que voilà, il y a toute cette pression, toutes ces émotions. Une fois que le mouvement est réussi, une fois que l'action est réussie, euh, et l'émotion aussi qui se dégage auprès des fans, des supporters. Du coup, je dirais que c'est un peu vraiment sur ce registre que je m'exprime le mieux. Et bien sûr, voilà, comme tu dis, voilà, je pense que le basket est un art et il y a plein d'autres facettes que j'essaye de façonner autour de moi. Et notamment, pour laquelle je suis le plus connu, c'est défensivement. Ça veut dire ma dimension athlétique, ma capacité en fait à faire beaucoup de choses sur le terrain, cette polyvalence et qui m'est chère. On en reparlera après, on parlera un peu de ta saison à Cholet ensuite, mais du coup, je pense que tu es dans un contexte où tu peux bien t'exprimer en tant que basketteur. Tu es le premier basketteur pro, et moi j'ai une question un peu candide, un peu enfantine, tu vois, j'ai envie de te demander, Gérald, c'est quoi être un basketteur professionnel, tu vois, avec vraiment, là moi je me mets à la place d'un enfant qui te poserait la question, mais c'est quoi le quotidien, quels sont les enjeux en termes d'hygiène de vie, les entraînements, je pense qu'il y a plein de facettes qui sont peut-être méconnues pour plein d'auditeurs, pour plein de jeunes basketteurs. Du coup, j'aimerais que tu parles un peu de cette vie de basketteur professionnel que tu vis. Bien sûr, je dirais que être basketteur professionnel, c'est d'un côté faire passer un peu la passion euh, comme un travail. Qui dit travail, voilà, c'est des responsabilités, de la pression, en fait, une pression de résultat. C'est pour ça que, comme on dit souvent, au final, quand tu deviens un basketteur professionnel, il faut avoir des objectifs. Parce qu'on se lève du coup tous les matins pour aller à la salle, pour travailler. Comme j'ai dit, souvent la passion, elle passe comme du travail. Et en fait, voilà, si on n'a pas cette mentalité, si on n'a pas ces objectifs, cette vision du travail, et qu'il faut continuer d'avancer, continuer d'exceller, continuer de perfectionner ce qu'on fait, très vite on peut craquer, très vite on peut arrêter. Voilà, il y en a beaucoup qui arrivent en centre de formation, puis un peu plus haut, au moment donné, ils se rendent compte que eux, ils n'arrivent pas, que le basket, c'est une passion, et ils n'arrivent pas à faire passer ça comme le travail, ils n'arrivent pas à trouver cet équilibre-là. Et je pense que voilà, être basketteur professionnel, c'est trouver l'équilibre entre la passion, entre le travail, entre le plaisir, les sacrifices. C'est voilà, réussir à jongler entre tout ça pour continuer à prendre du plaisir, mais tout en étant capable d'améliorer ce qu'on fait, d'améliorer notre corps, parce que voilà, notre corps devient un véritable outil de travail. Du coup, comme tu dis, dans l'alimentation, la récupération, en fait, tous les détails sont importants au final. Euh, Quelque chose qu'on ne retrouve pas en fait quand on est basketteur entre guillemets amateur. Voilà, il y a moins ce souci de l'excellence qu'on va retrouver dans le sport professionnel. Du coup, voilà, je pense que être basketteur professionnel, c'est vraiment ce petit step en plus en fait où ça passe, faire passer la passion comme du travail et trouver cet équilibre.
Et si on doit rentrer dans un truc un peu calendrier ou autre, ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie? Combien de fois est-ce que tu t'entraînes? Moi, j'ai envie de savoir un peu comment est-ce que ton quotidien est rythmé quand on est basketteur professionnel. Bah, d'abord, je vais commencer un peu par une semaine type. Voilà, quand on prend un match le samedi, on va généralement avoir un entraînement le lundi, deux le mardi, un le mercredi, un le jeudi, un le vendredi. Puis le match le samedi, on est généralement au repos le dimanche. Après, dans une journée classique, euh, surtout, voilà, je dirais que, encore une fois, ça dépend un peu les objectifs qu'on se fixe. Ça dépend un peu du souci de l'excellence, à quel point voilà, on a envie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais généralement, voilà, moi, je sais que je commence par 45 minutes de muscu dès 9 heures, puis après 45 minutes de workout, puis après il y a entraînement, 1 heure et demie à peu près, puis j'aime terminer par un peu de tir, 15-30 minutes. Puis j'ai après voilà, la phase où l'entraînement est terminé, on va faire quelques soins avant de rentrer, manger. Soit repartir après l'après-midi pour le second entraînement, soit après ça va être une phase de repos où voilà, où on va casser les occupations, voilà, assez hobbies comme on aime dire, avant de voilà d'arriver jusqu'au dîner. Encore une fois, généralement voilà, j'aime bien faire un peu de récupération, stretch, botte de récupération. Puis il faut aller se coucher assez tôt parce que le matin c'est reparti assez tôt également. Ok. Comment, du coup, tu parlais des hobbies. Donc là, si j'entends, si tu t'entraînes une fois par jour, en gros, ta matinée, on va dire jusqu'à, je sais pas, 13-14 heures peut-être. Du coup, c'est le cadre professionnel. Et après, sur ces temps de récup, sur ces temps libres, qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Est-ce que, tu vois, je te fais le parallèle, on en discutait un peu parce que t'es de Bordeaux, je le suis aussi, on parlait un peu de l'UBB. Et là, avant de venir, j'étais en train de lire l'équipe, tu vois, avec Louis Bielbiarré, par exemple, qui fait ses études à côté. Est-ce que toi, tu passes des formations? Est-ce que tu as des hobbies? Comment est-ce que tu occupes ce temps libre? Parce que je me doute que tu dois aussi avoir quand même une quantité, entre guillemets, de temps de récupération sur lequel tu peux vaquer à tes occupations. Exactement, exactement. Plus jeune, j'avais commencé des études, voilà. J'ai fait des études, mais à l'heure actuelle, là, j'ai arrêté, j'en fais plus. Parce que généralement, voilà, c'est quand on joue un match par semaine qu'on a vraiment on se retrouve vraiment avec quand même du temps libre, réellement. Tandis que quand on a l'habitude de jouer 2 fois par semaine, ce temps libre, ça devient presque un temps de repos, en fait, où c'est bien de se reposer, c'est bien voilà, de ne pas forcément travailler et vraiment être sur quelque chose qui nous passionne, quoi. Quelque chose qui nous passionne, histoire de reposer l'esprit, faire autre chose. Euh, Alors que voilà, quand on a un match par semaine, c'est là où on peut vraiment faire des formations parce que t'as vraiment ce temps libre. T'as vraiment ce temps libre, tu peux vraiment te reposer comme il faut et travailler un peu voilà, de l'autre côté les formations. Mais du coup, voilà, c'est vrai que moi, en fait, voilà, je pense vraiment que plus que des basketteurs professionnels, nous sommes vraiment des athlètes de haut niveau. Je pense que voilà, on est même plus que ça et que c'est pour ça que je sais que sans passer forcément de formation, je sais que je regarde beaucoup de vidéos, je me cultive beaucoup sur tout ce qui est, en fait, tout ce qui entoure la vie d'un sportif professionnel, c'est-à-dire sur la gestion de nos finances, la gestion de notre patrimoine, sur la nutrition, l'alimentation, comment bien se nourrir, comment bien apporter ça, protéines, glucides, lipides. En fait, c'est plein de petits domaines où je m'intéresse, mais vraiment en détail, quoi, en détail pour comprendre ce que je fais, pour vraiment être au-delà du simple basketteur professionnel, mais vraiment, voilà, être vraiment un tout, être vraiment complet, être vraiment enseigné sur ce que je fais. Et voilà, j'espère que petit à petit, ça va me permettre voilà, aussi de dégager une réelle passion pour quelque chose qui par la suite après je pense va me permettre comme on a dit de se lancer dans une formation, une formation, des formations ou peu importe. Mais voilà, à l'heure actuelle je pense que je suis vraiment devenir la meilleure version de moi-même, mais surtout voilà sur ce qui m'entoure dans le quotidien, essayer de contrôler le plus de choses que je peux contrôler. Je pense que c'est ce qui me passionne le plus. Ok, c'est drôle, en fait, tu passes ton temps libre à optimiser le basketteur qui jouera sur le parquet un peu, enfin en quelque sorte. Exactement, exactement. Je pense que tu as tout dit, tu as résumé mes 5 minutes de parole, mais c'est ça en fait. Au final, je pense que le basket, c'est une passion, oui, mais comment ça s'appelle
on veut être le meilleur. On veut être le meilleur. Voilà, bien sûr, le basket, c'est une passion, mais je pense que j'aimerais pas autant le basket si j'étais régulièrement à la ramasse, si j'échoue régulièrement, en fait. Parce qu'au fur et à mesure, ça va commencer à me lasser. Et du coup, voilà, il y a le souci d'être toujours meilleur, toujours d'évoluer, toujours d'optimiser. Et je pense que c'est ces petits détails qui font la différence. Et dans mon jeune âge, où des fois, voilà, ces années-là, c'est celles qui vont te placer au très très haut niveau, ou au très haut niveau, au niveau ou à un niveau moyen. Je pense que c'est des années où voilà, je suis prêt à faire ce sacrifice, à donner plus, quitte à voilà, mettre un peu plus de temps à trouver ma voie à côté. Et quand tu dis du coup que c'est des années entre guillemets charnières pour peut-être lancer ta carrière et voir quel sera ton niveau plafond à terme, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, les contenus de joueurs qui s'entraînent et qui font des workouts. Tu disais là tout à l'heure que tu faisais 45 minutes du coup avant les entraînements collectifs. Est-ce que tu bosses avec des gens extérieurs du club? Est-ce que tu bosses avec uniquement des gens du club? Et qu'est-ce que tu bosses? Moi, tu vois, je sais qu'on a vu une fois en formation une intervention de quelqu'un. Je tairai les noms des joueurs et je tairai les noms et autres, mais qui était player développement d'une équipe NBA et qui avait un joueur et qui disait non mais les gars, tout ce qu'il met sur les réseaux sociaux l'été, tous les step back à 3 points qu'il prend sur ses workouts individuels, le coach il donnera jamais le feu vert, tu vois. Ah, ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que je sais que personnellement, en saison, je travaillais avec le développement des joueurs du club, avec le préparateur physique et le kinésithérapeute du club. Parce que voilà, on reste entre guillemets employé du club, on est là pour être le meilleur atout possible pour l'équipe. Mais l'été, voilà, j'aime quand même travailler voilà, avec mon environnement, avec les personnes avec qui je suis proche, qui me connaissent, avec qui je travaille depuis longtemps. Surtout que voilà, pendant les saisons, on est amené à bouger, du coup à changer un peu voilà, de staff qui nous entoure dans la vie de tous les jours. Du coup, je pense que c'est important voilà, d'avoir son propre entraîneur individuel, son propre opérateur physique, son propre kinésithérapeute. Et ça permet voilà, d'avoir ces deux côtés entre objectifs collectifs et objectifs individuels et d'avoir ces deux visions. Et je pense elles se complètent. Et du coup, voilà, je pense que c'est important. Bien sûr, il faut avoir un équilibre parce que des fois, ça peut déborder. Mais je trouve que voilà, c'est important. Et toi, du coup, l'été, du coup, c'est cool ce que tu dis là, d'avoir ce repère d'un entraîneur individuel qui te connaît. Et je pense que, enfin, je sais pas, peut-être que tu travailles avec quelqu'un depuis déjà plusieurs années, tu vois. Qu'est-ce que toi, en tant que basketteur, tu veux à terme devenir? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi en disant, bah lui, on sait qu'il est référencé. Là, aujourd'hui, tu parlais de la défense. Moi, on est regardé des matchs et aussi des highlights. C'est vrai que tu es un sacré slasher, tu attaques le cercle. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu aimerais rajouter à ça fait un peu américain, mais à ton bag, tu vois, que tu aimerais pouvoir vraiment valoriser et qui à terme, c'était drôle, il y avait Seydou Njoya, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais, je vois. qui disait en gros, moi les joueurs ils viennent et on travaille sur ce qui va leur faire gagner de l'argent, tu vois. Et toi du coup, sur quoi est-ce que tu aimerais vraiment pouvoir être référencé et à terme, développer? Je pense que bon, j'aimerais vraiment être référencé sur ce que je fais déjà de très bien. Ça veut dire être un solide défenseur, un très bon défenseur. Et de l'autre côté, un slasher capable voilà, de créer, de sanctionner. C'est pour ça que vraiment pour perfectionner voilà, cette partie-là de mon jeu, je pense que je dois m'améliorer dans la création. Parce que voilà, je sais que j'arrive très bien à créer pour moi. Maintenant, il faut que j'arrive à créer pour les autres. Et quand j'arriverai à valider ces deux paramètres offensivement, défensivement, voilà, je serai un solide défenseur. Voilà, je pense que ça va être une partie sur laquelle ma carrière va être basée, sur laquelle je vais être valorisé, sur laquelle je vais avoir de la valeur. C'est pour ça, voilà, c'est important de travailler sur ces points-là pour moi dans l'immédiat. Mais voilà, je suis quand même, j'aime bien quand même voilà, aussi me voir comme un joueur polyvalent qui va capable de faire plusieurs choses. Voilà, ma volonté, c'est pas de faire forcément des choses difficiles, mais vraiment, vraiment très bien. C'est pour ça que, voilà, que j'ai le souci des détails. Voilà, je pense que voilà, il y a des joueurs très talentueux, très techniques. Voilà, des fois, voilà, quand tu les vois, tu te dis, bon, moi, je suis pas pareil. Et ça peut décourager. Mais voilà, j'ai eu cette réflexion de me dire, bon, si eux, voilà, ils sont tout techniques, etc., tant mieux pour eux. Moi, je sais que je peux faire aussi beaucoup de choses. Maintenant, voyons si je peux faire toutes ces choses simples, mais très bien. Et voyons jusqu'où ça va m'emmener. Et c'est un peu mon challenge, en fait. C'est de voir, en fait,
où peut m'emmener le fait de faire des choses très simples, mais très bien. Et c'est pour ça que j'ai le souci du détail. Et voilà, et j'ai hâte et j'espère justement que ça soit quelque chose qui, après ma carrière, bah voilà, qu'on puisse voir un peu que, ok, bah faire des choses simples très bien aussi, ça peut payer en étant, voilà, en étant polyvalent et en étant au service de l'équipe. On aura l'occasion d'y revenir. Là, j'ai quelques questions sur le fait de faire des choses simples. Il y a juste une dernière chose, du coup, dans cette vie de basketteur pro. En préparation du podcast, j'ai pu regarder Road to Recovery, donc le petit documentaire de Cholet, quand tu t'es cassé le quatrième, j'arrive jamais à prendre ce métatarse Exactement. de la main gauche. Comment est-ce qu'on aborde une blessure en étant joueur professionnel, parce qu'on se doute que on est à la quête de l'adrénaline du match du week-end. Et en plus c'est une blessure j'ai envie de dire un peu insidieuse, parce que c'est quoi, c'est un petit os, et t'es éloigné des parquets pendant au moins 2 mois. C'est ça, pendant 2 mois. Je dirais que cette fois-ci, cette blessure a été à la fois difficile et facile, parce que elle était difficile parce que j'étais en pleine bourre. C'était en fin de saison, je commençais à monter en puissance, il y avait les playoffs qui arrivaient. J'étais vraiment excité par rapport à ce qui se passait. J'avais des responsabilités et voilà, c'est la récompense de beaucoup de travail. Du coup, c'est un moment vraiment qui est très réjouissant en tant que basketteur. Et cette blessure, du coup, elle arrive. Mais du coup, elle a été facile aussi, bah voilà, parce qu'aussi, bah, je sortais de bonnes performances. Du coup, je pense que il faut pas être langue de bois, il faut toujours être reconnaissant que voilà, j'aurais pu me blesser en sortant d'une série de matchs catastrophiques. Et là, bah, tu es blessé, mais tu te sens pas bien en fait, parce que tu pars en ayant laissé un peu une mauvaise image de toi. Du coup, voilà, j'avais un peu ces deux sentiments, mais voilà, qui m'ont quand même permis de vivre ma rééducation vraiment bien, surtout que mes coéquipiers ils m'ont vraiment gardé impliqué. Voilà, comme tu dis, voilà, c'était un petit muscle, c'était au niveau de la main. Du coup, ça me permettait de faire quand même m'ajouter des choses, même de faire des workouts, des entraînements individuels, de la muscu. Le prépa, il s'est très très bien adapté par rapport à ça. Du coup, en fait, j'étais toujours dans mon rythme habituel, mine de rien. Ça, ce qui m'a permis, voilà, de rester proche du jeu, proche des coéquipiers et de reprendre, voilà, de gagner, je pense, 2 semaines sur le temps de reprise et de revenir avant les playoffs. Euh, T'es passé par différents championnats. T'as fait de la N1 au JSA de Bordeaux. T'es passé en espoir, alors je dis Pro A, enfin Betclic, enfin je dis Elite, enfin je sais plus, tu vois, mais enfin en Pro A quoi. Espoir Pro A, Pro A. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de cette formation, puisque tu as été formé au pôle de Mont-de-Marsan et ensuite tu as fait tes débuts en Pro à l'élan Béarnais. Qu'est-ce qui, d'après toi, différencie un joueur de N1 d'un joueur de Pro A, et qu'est-ce qui différencie un espoir d'un joueur de Pro A? Quel est c'est quoi qui fait qu'ils vont pouvoir passer ces joueurs-là vont pouvoir passer le step? Et d'après toi, en ayant une réflexion un peu sur ton début de carrière, qu'est-ce qui t'a fait passer les steps de N1 donc tu as fait N1 Espoir, puis ensuite Pro A. Est-ce que tu peux parler un peu de cette évolution, des enjeux qu'il y a entre les niveaux, et comment on y accède, et comment on réussit à se faire sa place? Assez simplement, moi, je dirais que ce qui a fait ma force, et bien sûr, c'est qu'avec le recul que j'ai réussi à le voir, hein, mais quand en fait, la force que j'ai eue, c'est que bah, quand j'ai pas été pris en centre de formation et que j'ai dû revenir à Bordeaux, en fait, bah, tu te poses la question de bah, est-ce que j'ai encore envie de devenir joueur professionnel? Est-ce que j'ai encore envie de devenir joueur professionnel? Et voilà, et si tu réponds oui, bah, ça veut dire que ok, va falloir mettre maintenant les actes, va falloir aligner les actes. Du coup, je savais où je voulais aller, je savais où j'en étais, et je savais où je voulais aller, et je savais ce qu'il fallait faire. Tandis que je pense que parfois, bah, en centre de formation, en fait, on est beaucoup guidé, beaucoup assisté sur tout ce qui doit être fait. Et des fois, bah, on en perd l'initiative, et les joueurs sont un peu emmenés là où on souhaite les emmener. Et dès que il faut qu'ils fassent un choix, bah, ils savent pas. Ils savent pas. Et je pense que des fois, c'est ça qui fait le gap justement entre espoir et pro. C'est que voilà, moi, du coup, dès le début, je savais où je voulais aller. Au début, bah, voilà, c'était moi-même qui devais me faire mes entraînements individuels, c'était moi-même qui devais me faire mes muscu. C'était en fait à moi-même de mettre, de me bouger un peu. Puis après, voilà, petit à petit, bah, il y a des personnes qui ont cru en moi, qui ont cru en mon projet, ont cru en quoi je représentais, et qui ont commencé à m'accompagner.
et qui m'ont permis de monter, bien sûr. Mais en fait, à chaque épreuve, je savais pourquoi j'étais là. Et du coup, c'était plutôt facile de la surmonter, trouver un moyen de la surmonter et passer à l'étape suivante. Tandis que voilà, quand on n'a pas rencontré toutes ces étapes, quand on est plus jeune, des fois, la première fois qu'on la rencontre, ça peut paraître comme un mur. Ça peut paraître comme un mur et ça peut être plutôt difficile. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Parce que du coup, une fois que je suis arrivé à Pau, moi, dès que je voyais les entraînements pro, c'était incroyable en fait. J'assistais à tous les entraînements pro. Tandis que voilà, j'ai des coéquipiers un peu par habitude, eux, ils rentraient le plus vite possible chez eux, aux appartements, etc. En fait. Et moi, je regardais tous les entraînements pro parce que pour moi, c'était juste dingue. C'était dingue déjà d'être en arrivé là. Et je pense que voilà, c'est cette mentalité qui s'est développée, que les gens commencent à voir, parce que même voilà, les coachs pro, au final, ils me voyaient régulièrement, attentifs, même les entraînements individuels qui donnaient, j'assistais pour voir moi de mon côté comment je pouvais faire aussi. Et en fait, voilà, c'est cette énergie, cette volonté que j'avais qui s'est dégagée autour de moi et qui a donné aussi envie aux gens d'investir sur moi, qui m'a vraiment permis de faire passer un cap. Et je pense que ça a vraiment été la force, c'était vraiment été ma force, en fait, d'avoir été à un moment donné où j'avais le choix vraiment de, entre guillemets, arrêter en tout cas la quête du basket professionnel. Et d'avoir eu ce choix, ça m'a permis voilà, de voir les réalités en face et à partir du moment où j'ai dit que, voilà, que je voulais continuer, de mettre les actions qu'il fallait en face. Et qu'est-ce qui différencie du coup, selon toi, là, les niveaux Enfin, on va faire un grand saut, on va entre guillemets, mettre entre parenthèses les espoirs. C'est quoi la différence entre un joueur de N1 et un joueur de Pro? Je dirais, en tout cas, ce qui m'a vraiment frappé, justement, surtout à mes premiers entraînements avec l'équipe pro, c'est que ça allait beaucoup plus vite. C'était beaucoup plus vite. Après, je pense que j'avais eu la chance du coup, de passer de cadet à N1. Du coup, j'avais expérimenté déjà cette différence physique. Et du coup, j'avais expérimenté vraiment le fait de devoir physiquement euh, mettre plus, vraiment augmenter l'intensité et l'énergie. Du coup, quand j'ai dû passer d'espoir à proie, par rapport à ce point-là, j'étais mentalement, en tout cas, j'étais prêt. J'étais prêt à vraiment à monter vraiment le curseur. Mais en termes de vitesse, c'était bien sûr, ça allait beaucoup plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a marqué. C'est que en fait, tout est fait avec intensité, vitesse et justesse. Et voilà, ça devient vraiment un art. Ça devient vraiment en fait le souci des détails à partir de ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment frappé. Je suis éducateur sportif à côté de ça, et on répète souvent des conseils, des conseils parfois qui peuvent être très simples. Est-ce que, tu vois, gagner sa place en défense, attraper un ballon à deux mains, parler de qualité de passe, est-ce qu'au final, c'est des trucs dans le basket pro où en fait ça paraît simple et on le rabâche, quand t'es U11, quand t'es U13, quand t'es U15, mais au final, est-ce que c'est pas sur des détails simples aussi comme ça que un joueur pro doit exceller? Bien sûr, bien sûr. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui a gagné sa place d'abord défensivement dans toutes les équipes. Dans toutes les équipes que j'ai évolué, que ce soit à Pau, puis d'abord même en National 1 à Bordeaux, puis à Pau, puis à Cholet. C'est d'abord en fait en défense que j'ai gagné mes minutes. Et je savais que voilà, plus j'étais bon en défense, plus j'allais avoir des minutes. Et indéniablement, plus tu passes du temps sur le terrain, après, voilà, tu vas avoir des opportunités en attaque. Il m'est même arrivé des fois justement d'oublier ça et de me concentrer sur plus l'attaque. Et généralement, c'est là où je faisais mes mauvais matchs en fait, parce que j'avais oublié, pas d'où je venais forcément, mais comment je fonctionnais en fait. J'avais oublié que c'était quoi mon moteur, c'était quoi qui me donnait le rythme. Et moi, personnellement, c'était la défense. Du coup, c'est quelque chose d'important pour moi voilà, de dire, en tout cas pas forcément, on va pas dire rabâcher, mais en tout cas de dire vraiment, de faire comprendre que, ok, euh, la défense, c'est important parce que ça permet de prendre du rythme. Et peut-être que pour l'instant, on ne s'en rend pas compte au niveau plus jeune. Mais quand en fait on va arriver en pro, ça va être important parce que en fait, ça te donne la confiance. Ça donne la confiance, comme je l'ai dit, moi j'ai un jeu plutôt à risque, on peut même dire opportuniste. Et des fois, il y en a certains, ils ne comprennent pas comment je peux jouer comme ça et prendre des initiatives comme je fais. Et je pense que c'est parce que défensivement, en fait, je sais que derrière, je ne vais pas prendre de panier. Du coup, ça me permet d'aller en attaque un peu plus libre, beaucoup plus libre même, et en rythme et en confiance.
Et du coup, je pense que c'est important et c'est quelque chose que même nous-mêmes, tous les jours à l'entraînement, on se le rabâche, on se le dit parce que c'est important. C'est important de ne pas l'oublier. Ouais, quand t'en parles dans la saison, il me semble que j'ai un souvenir où tu fais une énorme interception, je crois, contre Strasbourg. Et je crois qu'en contre-attaque, tu tentes un 3-6, non? Exactement. Exactement. C'était un moment que je travaillais depuis un petit moment. Mais avant le match, en plus, contre Strasbourg, je m'étais fait un petit pépin un peu à la hanche. Du coup, j'avais pas pu le travailler. Et voilà, ça me faisait plaisir parce que en face, bon, bien sûr, je retrouvais Laurent Villa, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Mais surtout, voilà, Julien Zoa, qui avait été mon coach individuel l'année d'avant aussi, qui était aussi à Cholet. Et du coup, avec qui, voilà, on rigole beaucoup et à qui je lui avais dit voilà, que j'avais une petite surprise pour lui. Parce qu'on a beaucoup travaillé, voilà, l'explosivité avec lui. Du coup, voilà, je lui avais dit, j'ai une petite surprise pour toi. Et voilà, à ce moment donné, dans ma tête, pop, ça a cliqué en fait. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas le tenter. Ça a été un raté exceptionnel, mais encore une fois, voilà, on était à +1. J'étais en confiance. Défensivement, j'avais fait plusieurs stops. J'avais provoqué des passages en force, en fait. Et du coup, bah, t'as cette confiance. Et même si ça se loupe, en fait, voilà, certains pensent que tu vas être abattu, que bah voilà, que t'es fou ou quoi d'autre. Mais voilà, moi dans ma tête ça allait très bien parce que voilà, je savais que de l'autre côté j'allais faire le boulot, que j'allais me rattraper et que ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu et c'est des moments comme ça. On va prendre du plaisir sur un terrain. Est-ce que tu as des. Bah, du coup, tu parles de Laurent Villa. Laurent Villa, qui est aussi la raison de ta venue dans les Mauges, à Cholet. Est-ce que, du coup, dans tes années de formation à Pau, il y a des joueurs du groupe professionnel, et bah, je me doute que Laurent Villa a dû te prendre sous son aile, mais des joueurs du groupe pro, ouais, qui t'ont donné des conseils, qui t'ont accompagné, qui t'ont aussi pris un peu sous leurs ailes. On reviendra après sur la saison 2021-2022. Mais est-ce que tu as des membres de l'effectif palois qui t'ont aidé, qui t'ont donné des conseils ou autres? Si je dirais ce qui m'a le plus affecté à Pau, quand même, je pense que je peux vraiment. Bien sûr, tous les coéquipiers, ils m'ont vraiment. Tout le monde était vraiment avec moi. Tout le monde m'a vraiment conseillé. Un joueur qui, sans vraiment me conseiller, mais qui m'a vraiment inspiré, ça a été Peter Corneli par sa discipline, par sa manière de travailler. Mais vraiment, ce qui a vraiment fait la différence quand j'étais à Pau, ça a été plus que les joueurs, mais c'était l'assistant coach de Laurent Villa, Djibi Verov, avec qui on a vraiment lié une relation au-delà du basket, vraiment. Vraiment presque, comme les gens disaient, paternelle en fait, où on a beaucoup, beaucoup travaillé, que ce soit physiquement, mentalement, tactiquement, en vidéo en fait. Et c'est avec lui voilà, que j'ai acquis vraiment cette intensité, cette dureté, ce souci du détail en fait, et ce souci bah, voilà, de se perfectionner en fait, d'être la meilleure version possible de moi-même et en fait d'être capable de faire le plus de choses possible sur le terrain. Et voilà, et c'est vraiment, à Pau, c'est vraiment parti de lui. C'est vraiment parti de lui. J'avais très bonne relation avec Laurent, mais voilà, lui, encore une fois, il est là pour les intérêts de l'équipe. Alors que voilà, avec Jimmy Vera, bah, il y avait plus ce côté travail individuel. Et du coup, bah, voilà, être la meilleure version de moi-même, du coup, ça me permettait voilà, d'avoir les deux côtés, comme on a dit, et de vraiment, voilà, vraiment pouvoir m'exprimer. Vraiment pouvoir m'exprimer, c'était dur. Mais franchement, ça a vraiment été une période charnière et qui a fait beaucoup, beaucoup qui sur le moment ne s'est pas forcément vu. Mais je pense que, voilà, que c'est le travail que j'ai fait ces années-là. On est en train de le voir payer actuellement. Euh, je veux qu'on revienne. T'en as parlé sur First Team, t'en as parlé aussi quand t'es arrivé à Cholet. Là, ton meilleur souvenir, c'était le titre en Coupe de France avec Pau. Je vais digresser rapidement parce que euh, voilà, j'étais à Toulouse, Tarbes avant. Moi, j'ai connu un élan béarnais en 2017 avec un DJ Cooper MVP. Je sais pas si ça te parle un peu, DJ Cooper. Moi, j'étais fou de ce joueur. Extraordinaire. Il est revenu, il a fait une pige à Rouen l'an dernier. Est-ce que t'as défendu sur lui la saison dernière ou pas? Oui, oui. La saison dernière, j'ai pas défendu sur lui, mais quand il était revenu à Rouen, je pense que c'était avec Pau. Je pense que c'était avec Pau, contre qui j'avais défendu sur lui. Et bien sûr, bah, pour Pau, c'est une légende. Et pour moi-même, hein, c'était quand j'étais venu faire les essais à Pau, on avait vu un match, je l'avais vu. Franchement, et même quand c'est la référence du meneur. Voilà, c'est la référence du meneur. Et vu que quand j'étais arrivé à Pau, voilà, j'étais sur ce poste plutôt 1 plutôt que 2.
c'était vraiment la référence. Du coup, beaucoup de respect, beaucoup de respect. Non, voilà, moi, avec Pau, je l'ai joué, il était à Chalon-sur-Saône. Et, du coup, beaucoup de respect. Et du coup, voilà, moi, mon rôle, voilà, c'était vraiment de l'emmerder. Voilà, du coup, on s'était c'était un peu cherché. Il s'était même pris une technique. Parce que voilà, peut-être qu'il voulait en venir aux mains avec moi. Mais bon, moi, c'était mon rôle. J'étais jeune. Comme on a dit, c'était en défense qu'il fallait que je fasse mes preuves. Et du coup, malgré tout le respect que j'avais pour lui, voilà, fallait que mon rôle, c'était de le sortir du match. Et du coup, ouais, cette Coupe de France qui pour toi qui est de Bordeaux du Sud-Ouest, c'est le millésime 2022, c'est un millésime Sud-Ouest. Hein. J'étais à Bercy, vous prenez le titre avec Pau, Mont-de-Marsan, les filles prennent le titre aussi. Forcément, supporter béarnais, landais, t'as une arène à Bercy qui vit de fou. Est-ce que ouais, tu peux revenir sur ce titre? En plus, tu partages le terrain à ce moment-là avec un pivot référencé dans le championnat de France, Vitaly Chikoko aussi, et les deux Américains, notamment Justin Bibbins et Brandon Jefferson. Ouais, tu qualifies ça comme étant ton meilleur souvenir pour l'instant dans dans ta jeune carrière. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette épopée de Coupe de France avec Pau? Ouais, franchement, c'était incroyable parce que voilà, on avait franchement une équipe incroyable, que ce soit l'équipe, mais en termes d'individus, en fait. Les individus, en fait, ils apportaient tous quelque chose. Tout le monde, tout le monde avait son caractère, mais tout le monde apportait quelque chose de positif. Franchement, il y avait à apprendre en fait de partout, il y avait à apprendre. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est de gagner en même temps que ma grande sœur qui était avec Basketland en fait, et en sachant un peu tout ce qu'elle avait vécu, parce qu'elle revenait de grossesse. Ça n'avait pas forcément été facile au début. Elle était revenue assez vite, etc. Vraiment pour pouvoir être à la finale et qu'elle soit là et qu'elle gagne encore. Franchement, ça m'a et que moi derrière je gagne, en fait, ça m'a presque donné au final les larmes aux yeux. J'ai quasi j'ai pleuré, hein, on va être honnête, parce que en fait c'était vraiment incroyable. Je sais que voilà, dans ma jeune carrière, j'entendais beaucoup Valérian et Joël, mon grand frère en fait. C'était surtout les deux. Et pouvoir me tenir un peu, on va dire, à cette table, tenir à cette table à côté de ma grande sœur, en fait, pour moi, c'était incroyable. Je pense que toutes les années un peu où j'ai vécu un peu dans l'ombre, à me faire un peu, à travailler sur moi, à grandir, j'avais vraiment l'impression de, ok, ça a enfin payé en fait. Ça a enfin payé. Je peux enfin commencer à m'asseoir à leur table. J'ai gagné en même temps qu'elle. T'as les parents dans les tribunes, tu sais que eux aussi, ça n'a pas été facile. Du coup, voilà, nous deux gagner. Enfin, c'est des souvenirs vraiment incroyables. Je pense que ça va être dur hein, d'avoir meilleur souvenir que ça, parce que je pense que ça a vraiment été un moment vraiment clé de ma carrière où voilà, je me suis dit, c'est bon, maintenant, tout ce que je cherchais, c'est du bonus. Ouais, puis c'est beau, tu vois, j'avais pas le contexte, j'ai pas regardé l'effectif de Basketland, mais effectivement, contexte étant posé, c'est extra. Généralement, Ouais, tu te chamailles avec tes frères et sœurs, mais là, quand tu gagnes un titre au même endroit, c'est clair. c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ouf. Maintenant, j'aimerais qu'on ouvre le chapitre un peu Cholet Basket. Donc la saison dernière, on sait qu'il y a une blessure. Là, c'est ta première saison en pro où tu passes les 10 points de moyenne, tu es à 11 points de moyenne. Alors je sais qu'après la rencontre à Lasvel, tu as dit une équipe de Cholet Basket, ça gagne quand tout le monde est à 10-15 points. Mais est-ce que tu peux parler de cette évolution statistique, de ton rôle au sein de l'équipe? Ouais, j'ai envie qu'on revienne un peu là-dessus parce que du coup, j'ai la sensation, tu me dis si je me trompe, mais que c'est peut-être la saison de vraiment là de la confirmation que t'es un joueur de Pro A et qui a Mhm. certainement des ambitions au-delà. Ça, on en parlera un peu plus tard. Bien sûr, bien sûr. Je pense que on m'a toujours dit que le haut niveau, c'était pas une, deux performances, c'était vraiment la régularité. Du coup, c'est sûr que atteindre voilà, ces points statistiques, c'est sûr que c'est une belle récompense. Je sais que, voilà, comme on a dit, moi, mon jeu, il a souvent été basé sur la défense. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché de beaucoup travailler offensivement, voilà, avec beaucoup de patience, beaucoup voilà, de minutie, en attendant l'opportunité, en fait. Et cette année, voilà, dans l'effectif, le jeu qu'on a, j'ai eu des opportunités. On a Bastien, qui était notre meilleur scoreur, s'est blessé. Du coup, ça m'a donné davantage d'opportunités. Voilà, fallait compenser son absence. Fallait répondre présent. C'est ce que j'ai fait. En plus, on a eu des échéances en Coupe d'Europe. Puis après, il y a eu l'après-Coupe d'Europe à gérer où voilà,
fallait garder la tête haute, fallait montrer l'exemple. Et c'est là où, en fait, où j'ai commencé aussi à prendre une autre dimension, à commencer à prendre un peu plus d'importance dans l'effectif. En fait, et tout le monde l'a bien accueilli et tout le monde a joué le jeu autour de moi pour me permettre de continuer d'exceller. Et je pense que c'est ça, encore une fois, hein, c'est ça qui fait la force de ce groupe. Ça qui fait la force de ce groupe. Puis pour revenir voilà, à ma déclaration de l'ASVEL, je sais que voilà, moi, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient que, voilà, que je disais ça pour les caméras, mais voilà, c'était sincère parce que moi, je voulais vraiment gagner ce match contre l'ASVEL. Je nous voyais vraiment gagner ce match, il était vraiment important. Franchement, je me rappelais des ambiances comme contre Paris, contre Monaco à domicile, et je me suis dit c'est le moment de faire la même chose, en fait, de foutre le feu, de gagner contre une équipe du top 3 là, et de se relancer, en fait, de se relancer pour les playoffs et vraiment d'y croire. Du coup, voilà, il y avait vraiment cette frustration parce que je pense qu'on on a mis quelque chose en place cette année, un mindset que certes chaque joueur a adhéré, mais plus que tous les joueurs vraiment s'est imprégné, en fait, de ce mindset de partage, voilà, de collectif, et d'arriver, voilà, bien sûr, à ce match. Bien sûr, il y a la performance individuelle, mais sans avoir réussi, voilà, à partager, en fait, l'énergie, l'intensité, la motivation que j'avais eue. C'était un peu la déception, et c'est pour ça que l'objectif, c'est que j'arrive à partager justement cette énergie, cette motivation, en fait, d'aller toujours chercher plus haut, d'aller toujours gagner le prochain match avec mes coéquipiers. Je pense que c'est l'objectif principal. Je voulais aussi que tu nous parles un peu de Fabrice Lefrançois, ton coach, élu coach de l'année. Ça, déjà, c'est une belle récompense pour lui. Enfin, pour vous, au final, il le dit dans la petite vidéo là où on lui remet le trophée. Il dit que en fait, c'est un titre qui gagne avec vous, les joueurs. Comment ça se passe avec lui? Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Est-ce qu'il y a un lien qui s'est créé? Parle-nous un peu de cette collaboration. Bien sûr. Cet été, en fait, j'étais en fin de contrat et avant de re-signer, voilà, je sais que, comme j'ai dit, que moi, je pense que voilà, j'avais la capacité de me créer les choses pour moi, mais le cap, je devais le passer en termes de leadership, parce que voilà, j'étais le joueur un peu opportuniste qui défendait et qui jouait après un peu qui prenait ce qu'il avait à prendre en attaque. Et on parlait, voilà, de ce rôle un peu de leader à aller chercher, en fait. Et voilà, j'ai totalement adhéré à sa vision et c'était totalement ce dont j'avais besoin, aller chercher un peu ce rôle de leader, que ce soit défensivement et offensivement, tout en continuant à m'améliorer sur la création. Et du coup, ça a créé une très bonne relation. Ça a créé une très bonne relation parce que voilà, comme tout coach, il a besoin de relais sur le terrain. Et très vite, il m'a donné ses responsabilités. Très vite, il m'a placé à la tête de tout ça. Et c'est un rôle que j'ai pris vraiment avec plaisir. Et c'est ça qui a vraiment fait grandir notre relation de confiance, vraiment. Parce que, vous savez, voilà, quand on est jeune, voilà, il y a beaucoup de... C'est pas facile parce que voilà, souvent on joue en regardant un peu derrière la tête, voilà, ce que le coach va faire, si on va sortir, qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, quand on trouve un coach avec qui on a cette relation de confiance, où on peut jouer, faire des erreurs, et sans devoir regarder au-dessus de son épaule si on va sortir, mais juste replier à fond en défense, faire un stop, puis se rattraper à nouveau, ou refaire une erreur, mais refaire un stop, puis après se relever. C'est pas possible, voilà, moi je sais que j'ai eu des matchs où j'ai été affreux en première mi-temps, j'ai été affreux, j'ai eu des moments affreux, et après en un quart temps, j'ai cliqué, j'ai tout changé dans le match, et ça c'est pas possible, voilà, si le coach ne fait pas confiance. Et je pense que c'est vraiment le fruit un peu de notre relation, en fait, de confiance qu'on a créé, où voilà, où il m'a dit que voilà, si tu joues comme je te dis de jouer, si tu apportes comme je te demande de le faire dans cette équipe, tu vas prendre du plaisir, tu vas pouvoir t'exprimer. Et c'est ce qui s'est passé cette saison. Est-ce que dans ce qu'il a, dans le basket qu'il a instauré, pour avoir regardé Cholet jouer cette année, moi je voulais savoir si même entre coéquipiers vous avez des discussions sur le plaisir que vous prenez à jouer. Quand on regarde Cholet Basket, moi j'ai envie de te dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même... Vous jouez un basket
de jeunes, tu vois. Enfin, je veux dire, vous défendez dur, vous coupez les lignes de passe, vous jouez sur de la transition, beaucoup de relance. Est-ce que entre joueurs, vous en parlez? Est-ce qu'il y a du plaisir? On a la sensation peut-être de retrouver, tu vois, un basket qui est joué plutôt dans des, enfin, alors U15, U18, ça joue pas comme Cholet Basket, mais je veux dire dans l'entrain et collectivement dans ce que ça dégage, dans l'énergie, on a vraiment la sensation que vous jouez un basket de jeunes en fait. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un basket où on prend du plaisir. Vous savez, on a été longtemps à la tête du championnat et beaucoup de personnes même nous voyaient descendre au final, même en dessous de la quatrième place, hein. Tout le monde attendait qu'on tombe. Mais ce qui nous a fait rester, c'est parce qu'en fait, on prenait du plaisir. On prenait du plaisir. Tous les matins, on venait à l'entraînement, on prenait du plaisir en fait à venir et à pratiquer ce basketball. Du coup, je pense que c'est vraiment la base. C'est prendre du plaisir. Mais maintenant, ce que j'aime bien, c'est que la mentalité, c'est ok, l'objectif c'est de prendre du plaisir, mais du coup, comment on prend du plaisir? Et c'est là où petit à petit, on a établi un process de partage de balles, d'intensité, d'effort, de solidarité, en fait, de confiance, qui nous permet justement de jouer ce jeu, de prendre du plaisir et surtout de partager du plaisir aux gens. Et je pense que c'est vraiment un pilier de cette saison. T'évolues aussi aux côtés du coup quand tu parlais du coup des lignes arrière où t'es le deuxième plus petit en étant premier arrière. Est-ce que tu peux parler un peu de TJ? C'est un meneur qui est vachement référencé dans le championnat de France. Est-ce que c'est un joueur avec lequel peut-être que tu parles beaucoup, dont tu peux t'inspirer, qui te donne des conseils lui pour être tu parlais tout à l'heure dans ta volonté d'évoluer aussi en tant que créateur pour les autres. Du coup, cette collab avec TJ, est-ce que vous avez des discussions là-dessus? Est-ce qu'il peut entre guillemets, un peu te mentorer, quoi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moins que, comment on s'appelle, par exemple, il peut avoir avec Nathan qui est son backup. Mais c'est sûr que surtout qu'on partage beaucoup le terrain ensemble. Et que voilà, lui, c'est un métronome, hein, c'est un métronome. Il a cette vue d'ensemble du jeu, mais aussi du match, du tempo, de quand accélérer, quand ralentir. Du coup, voilà, quand je fais des choses, je lui demande beaucoup, souvent, voilà, est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était au bon moment? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était efficace? Est-ce que c'était ce dont on avait besoin? Et voilà, c'est pas quelqu'un qui est très, très vocal, en fait, mais dans son comportement, dans sa réaction, dans ses mimiques faciales, en fait, tu peux comprendre s'il approuve ou s'il aurait aimé les choses un peu autrement. Et une fois que tu demandes, en fait, il partage sans problème. Du coup, c'est quelque chose que j'hésite vraiment pas sur le terrain, voilà, à partager tout ça avec lui. Voilà, je pense que lui, c'est plutôt le leader un peu plus calme. Et c'est là où moi, mon rôle, ça va être un peu être le leader un peu plus expressif pour amener les autres à côté. Mais autrement, hors du terrain, bien sûr, il y a beaucoup de communication, que ce soit pour moi individuellement, mais surtout aussi par rapport à l'équipe, pour que l'équipe vive le mieux possible. Je pense que c'est là où notre relation elle est le plus évoluée, c'est vraiment dans, ok, on est un peu les deux leaders de cette équipe, avec aussi Bastien Vautier. Ok, comment on fait pour que cette équipe elle évolue du mieux possible? Ok, là on a un coup de moins bien, ok, comment on fait pour revenir au top? C'est vraiment comme ça de ce côté-là, vraiment que j'ai appris de TJ. Il y a une grosse dernière question là, du corps de podcast. C'était qu'est-ce que ça fait d'être issu d'une fratrie de basketteurs, de basketteuses? T'en as parlé un peu tout à l'heure, de évoluer peut-être dans l'ombre un peu un temps de Joël et de Valériane. Je me demandais, ils ont aussi, du coup, ils ont peut-être un peu plus d'expérience. Après, avec Joël, vous êtes quand même relativement proche en termes d'âge. Quoi, un an et demi? 1 an et demi, ouais, c'est ça. Ouais, est-ce qu'ils ont ils ont peut-être fait des erreurs et ils t'ont filé les tips quoi, en te disant ça, fais attention. Qu'est-ce que tu retires de cette fratrie? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta carrière notamment d'avoir une sœur qui est récemment championne d'Europe avec Prague et un frère qui a notamment été aux États-Unis. Est-ce que tu peux parler de ça? Ouais, peut-être qu'ils te donnent des conseils. Est-ce que vous débriefez vos matchs entre vous ou autres? Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça m'apporte beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. Je sais que voilà, pour mon âge, on dit souvent que j'ai une approche des choses plutôt mature, plutôt avancée. Et je pense que c'est parce que, voilà, comme j'ai dit, que dès que je les vois accomplir quelque chose, dès que je les vois même que ça soit échouer, hein, quelque chose, en fait,
bah, ça devient un nouvel objectif pour moi. Et dès que je vois ça, en fait, je me fixe, bah, ok, comment eux, ils ont fait pour réussir. Ok, du coup, je peux refaire la même chose. Pourquoi ils ont échoué? Bah, ok, je vais faire des corrections pour que moi, après, ça m'arrive pas. Et je pense que ça aussi, c'était un déclic dans ma carrière parce que plus jeune, je me comparais beaucoup à eux, en fait. Et dès que j'ai compris qu'en fait, leur expérience, c'était comme mes expériences, leurs forces, mes forces, leurs faiblesses, mes faiblesses, leurs victoires, mes victoires, et leurs défaites, mes défaites, c'est là où en fait, j'ai commencé à prendre en fait un train d'avance. Et chaque mur que j'ai pu rencontrer, euh, il pouvait paraître vraiment haut pour certains, mais en fait pour moi bah, c'était vite vu. Très vite je trouvais la solution. Puis après fallait juste se mettre en action. C'est pour ça que voilà, dans ma carrière on m'a beaucoup limité dans ce que je pouvais faire, pouvais être capable. Et j'ai toujours bah, voilà, réussi à trouver le moyen de trouver la solution pour vraiment contourner le mur, même passer par-dessus le mur et progresser. Et c'est pour ça que c'est une vraie chance parce que voilà, on est vraiment, ils sont très ouverts et c'est presque, bah, eux, ils me poussent à être meilleur qu'eux, ils me poussent à prendre expérience sur eux. Et en fait, même nous tous, en fait, on a cette énergie où bah, voilà, on se pousse mutuellement parce qu'on sait que si l'un va haut, bah, ça va entraîner tous les autres. Et on a vraiment cette mentalité dans la fratrie. Et est-ce que, là on va revenir un peu sur tes objectifs de carrière et autres, mais du coup je me doute qu'en discutant avec Valériane qui a fait des clubs européens, est-ce que c'est des choses qui te tentent toi? Alors bien sûr, là avec Cholet vous avez joué cette année une Coupe d'Europe, est-ce que y a un objectif Eurocup, Euroleague, et est-ce qu'il y a l'envie aussi tu vois, je me posais la question, même en tant que basketteur pro, en fait, ça peut aussi être un moyen de voyager et de découvrir en signant dans d'autres clubs. Est-ce qu'il y a une envie de découvrir aussi l'Europe du basket de ton côté et du coup peut-être d'expérimenter de nouveaux pays? Bien sûr, je pense que depuis ma première saison européenne que j'avais faite avec Pau, j'avais eu cette ambition de voilà, d'arriver à un niveau où je pouvais être capable de voyager grâce au basket, de voyager dans des belles villes. Franchement, c'est top, c'est vraiment incroyable. Et différentes cultures, franchement, c'est vraiment devenu bah voilà, plus qu'un rêve, vraiment un objectif. Et comme tu dis, voilà, quand j'ai en plus l'expérience, en fait, le retour de ma grande sœur à l'étranger, bah ça me conforte dans cette idée que voilà, j'ai voilà, pour ambition et même volonté de pourquoi pas aller tester l'étranger, voir un peu ce qui se fait, voir les différentes cultures. Mais bien sûr, ça ne va pas être à n'importe quel prix parce que je pense qu'il y a de très bonnes institutions aussi en France. Et du coup, il faut juste voilà, être prêt et vigilant pour le faire au bon moment. Après, voilà, encore une fois, moi, je sais que j'ai des objectifs vraiment qui évoluent année après année. Parce que, voilà, comme je dis, généralement, bah, début de saison, je me fixe un objectif. Voilà, parce que, voilà, souvent, comme j'ai dit, voilà, on me voit un peu mes limites. Et à chaque fois, bah, voilà, j'arrive un peu à aller chercher un peu plus, à surprendre un peu plus. Et du coup, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles ambitions. Et du coup, voilà, l'ambition, c'est vraiment de continuer à être la meilleure version de moi-même, bien sûr sur le terrain, mais hors du terrain. C'est pour ça que je pense que là où j'irai, ce que je ferai, ça sera toujours tourné vers OK, comment je peux être la meilleure personne possible, bien sûr sur le terrain, mais hors du terrain. On arrive sur la fin, Gérald. Il y a encore deux, trois questions. Là, on a un questionnement rapide, up-tempo, un peu votre pace, en fait, votre style de jeu à Cholet. Du coup, on enchaîne. C'est des questions ou fermées, oui, non, ou une réponse rapide. Première chose, demain, Limoges te propose un contrat. Est-ce que tu signes? Non. Ton move signature? Spin. Marquer 30 points ou museler le meilleur attaquant adverse? Museler le meilleur attaquant adverse. Ensuite, on a... ah bah si, je suis obligé, ça c'était la petite question locale. Les cannelés, on les achète chez Bayardran ou à la toque cuivrée? À la toque cuivrée, quand même. Sérieux. C'est bien. Le meilleur coéquipier que t'aies eu? Le meilleur coéquipier que j'ai eu... franchement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de bonnes relations que j'ai faites. C'est dur de dire un nom. Ok. Un joueur NBA qui t'inspire et un joueur Euroleague qui t'inspire? NBA, Shai Gilgeous-Alexander, et Euroleague, j'irai Wade Baldwin. Ok, très bien, ouais, fort.
Ah ouais, en regardant Road to Recovery, je voulais savoir ce que c'était. C'est quoi la mentalité œil du tigre avec Tidjane Salin? C'est qu'en fait, j'avais jamais regardé tous les Rocky. Et du coup, chaque fois qu'on allait en déplacement, on se faisait les Rocky. Et avant chaque match, on se mettait la musique, en fait. C'était la musique. Et c'était vraiment la mentalité, quoi qu'il arrive, œil du tigre, on va, c'est la mort, on y va à fond. En fait, c'est question de vie ou de mort, en fait. Et c'est vraiment la mentalité. Ok. Score final entre Cholet Basket et Bourg-en-Bresse sur le quart de finale de Betclic Elite. Score final, bien sûr, je sais qu'on va gagner, hein, on va gagner. Après, donner un score, ça sera difficile. Je me mets moi-même en jeu sur une victoire de Cholet Basket. Ouais, 2-0 ou 2-1? Ah, je nous vois faire 2-0. Ok, très bien. Et ben on regardera ça sur DAZN. Celle-là, je vais te demander de te mouiller. C'est peut-être la seule qui nécessitera le joker. Plutôt public choletais ou public béarnais? Ouais, là j'ai besoin du joker, parce que franchement, mais c'est drôle parce qu'en fait les deux sont différents, deux sont vraiment différents, mais il y a une ferveur, l'un par rapport à son histoire et l'autre par rapport à l'histoire qu'ils sont en train de créer actuellement, et du coup c'est dur. Un club pour lequel tu rêverais de jouer? Real Madrid. Ok, Real. La plus grosse bronca où t'as joué, la plus grosse ambiance que t'aies connue en tant que joueur? Ça c'est pas aucun. Ouais, pas ok. Sans aucun doute, pas ok. Incroyable. Là, c'est les deux dernières questions. Ça, il m'en reste un tout petit peu sur le up-tempo. Si je vais te demander un film à recommander. Un film à recommander, je dirais Rocky. Ok, bah oui, je me doute. Ensuite, une musique d'avant-match. Une musique d'avant-match. Moi, honnêtement, j'ai pas vraiment de musique d'avant-match. Ok, pas de musique avant les matchs? Avant les matchs, j'écoute pas forcément de musique. Je sais que moi, je suis un grand chrétien, un grand homme de foi. Du coup, j'écoute souvent des louanges, des adorations pour me calmer. C'est assez atypique, je sais, mais du coup, j'aurais pas franchement de musique vraiment où on va au combat. Mais je pourrais dire l'œil du tigre. Ça, c'est une musique que j'écoutais régulièrement avec Tidiane l'an dernier et qui franchement, même aujourd'hui, quand je l'écoute, ça me donne la pêche. Ok. Un livre à lire? Un livre à lire, je dirais Can't Hurt Me de David Goggins. Ok, très bien. Les deux dernières questions, c'est à quoi est-ce que tu aimerais mettre, en plus t'es athlétique et défenseur, donc à quoi est-ce que tu aimerais mettre un contre, un truc, je sais pas, un truc qui t'énerve, un truc que tu veux plus voir, tu vois, un truc de ton choix. Attends, tu peux reformuler la question s'il te plaît? Ouais, à quoi est-ce que tu aimerais mettre un contre, c'est-à-dire quelque chose, tu vois, que tu dois, enfin, que t'as pas plus envie de voir, ou des choses comme ça peut être tout sujet, ça peut être basket. C'est pas facile. Qu'est-ce que j'aimerais mettre un contre, que j'aimerais plus voir Ah, tu peux avoir envie de mettre un contre à Joël en quart de finale, hein. Ah ouais, là, franchement, ouais. Je pense actuellement, si on me demande de réponse rapide, ouais, là, le compte, je le mets à Joël. Oh là là, ça c'est un rêve. Là, tu vois, tu viens de... J'ai attisé les... Ah ouais, là, tu mets des idées dans la tête. Là, Ouais. j'avais jamais vu la possibilité, mais purée, si c'est possible, alors là, on va m'entendre crier jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Pau même. Et c'est la première fois qu'on parle d'un vrai contre dans la partie contre des questions. Et à quoi est-ce que tu aimerais faire une passe décisive, un truc que tu salues, quelque chose à qui t'aimerais passer une dédicace, je sais pas, quelque chose de ton choix? Passer une dédicace, je pense, comme toujours, à ma famille, parce que je sais que là où j'en suis aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour eux, parce qu'ils m'ont vu galérer, ils m'ont vu pleurer, ils m'ont vu un peu être laissé de côté, mais ils m'ont toujours poussé, et ils sont toujours à mes côtés. Et sur le moment, je pense que je me rendais pas compte parce que j'étais beaucoup fixé sur mon propre malheur. Mais avec le temps, voilà, je me suis rendu compte que eux aussi, ça leur a fait du mal. Du coup, tout ce que je veux faire maintenant, c'est leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Du coup, voilà, s'il y avait vraiment un big up à faire, ça serait à ma famille. Et dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait que je reçoive sur le podcast d'Atom Basketball? Qu'est-ce que tu aimerais écouter? Qu'est-ce que j'aimerais écouter sur le podcast? Ça, c'est une bonne question.
C'est une bonne question, c'est une bonne question. Si on reste local, je sais que un gars vraiment intéressant, il y a Bastien Vautier. Bastien Vautier. Ouais, vraiment un gars intéressant. Bah, ou écoute. ou Digue Diawara l'an prochain. Ce sont vraiment des gars avec qui les deux j'ai joué. Hyper intéressants, top, vraiment des gars top. Super relation, tu t'ennuies pas. Ok, bah écoute, on s'en reparle quand on coupera les micros. Je te demanderai de me mettre en relation avec Bastien. Et ensuite, je te laisse le mot de la fin. Gérald, je veux d'abord te remercier d'avoir pris le temps de venir au micro. Très content parce que tu es le premier joueur pro, comme ça a été dit en introduction. Du coup, le mot de la fin est pour toi. D'abord, voilà, je voulais te remercier. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est toujours avec un plaisir que je partage. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ce sport. C'est pour ça qu'on suit. C'est pour pouvoir partager aux gens, pour pouvoir partager un peu notre quotidien, inspirer aussi les gens à pas abandonner leurs rêves, de toujours travailler. Et voilà, et si j'avais un mot à dire aux gens, c'est voilà, battez-vous pour vos rêves. Quand vous avez un rêve, placez les actions derrière et tenez-vous-y et soyez patient parce que voilà, celui qui sème récoltera toujours. Bon, eh ben merci Gérald Ayaï. Plaisir.